Donc voilà, donc il n'y avait pas à établir cette espèce de disjonction entre l'espace de l'icône, l'espace de l'image et l'espace de l'écriture. La semaine dernière, je vous ai montré l'Annonciation de Simone Martini. Il y avait de l'écriture, ça choquait personne, et c'était d'ailleurs extrêmement cohérent, mais c'est cohérent dans un autre système de représentation, bien entendu. Alors là, la signature, elle est plus en contravention avec le contexte, puisque on la voit à peine, mais vous remarquez qu'elle joue un rôle, elle aussi, très efficace dans la perspective du tableau, puisqu'elle suit, en quelque sorte, cette espèce de fuyante. Si ce n'est pas la ligne de fuite, c'est quand même une fuyante qui va vers le tableau. Eh bien, la signature, elle aussi, elle fait ça, et elle vient renforcer l'effet de sol, si vous voulez, qui, encore une fois, hein, c'est très sensible. Hein. Si vous l'enlevez, cette signature, vous verrez que l'effet de sol est singulièrement amoindri. Donc tout ça est véritablement extrêmement pensé. La peinture pense, hein. C'est pas simplement les artistes pensent. Hein. Je ne dirais pas que ce sont des intellectuels, d'ailleurs il n'y a rien d'honteux être un intellectuel, mais ils pensent. Un intellectuel, ça pense, puis tout le monde devrait penser. Voilà. Alors, il y a une chose qui est un peu amusante dans cette affaire-là, c'est que quand on a nettoyé le tableau, là je vous ai montré, je vous ai apporté un tableau qui n'est pas nettoyé, où on ne voit pas bien. Là, on a trouvé une autre signature de Manet. Et c'est amusant, parce que j'imagine, mais peut-être que j'imagine à tort, hein, je ne dis pas que c'est parole d'évangile, je ne suis pas paranoïaque à ce point. On a découvert une autre signature dans cette région qui peut-être vraisemblablement était une première signature et qui a été recouverte. Mais quand les conservateurs d'Orsay ont vu qu'il y avait une autre signature, ils se sont dit chouette, c'est le moment de la ressortir. Donc le tableau, depuis, comme vous pouvez le voir à Orsay, il a deux signatures, et ma belle démonstration, elle vaut plus grand-chose, parce que évidemment, la deuxième signature, bon, je dirais pas, d'abord, je ne vois pas pourquoi un tableau aurait deux signatures. Hein, bon. Laissons tomber, ça fait partie de la vie des tableaux qui, quelquefois, vont au-delà du désir des peintres eux-mêmes. Voilà. On revient à l'impression soleil levant, et je continue mon exploration de l'espace. Je dirais qu'il y a ici une autre manière de construire l'espace. Non pas par devant, derrière, etc., fuite, point de fuite, etc., et je dirais qu'il y a une construction par centre et périphérie. Parce qu'en effet, comme je vous ai dit tout à l'heure, dans ce tableau, d'ailleurs, je voudrais vous faire remarquer, et je rappellerai d'ailleurs que le critique Louis Leroy avait dit le papier peint à l'état embryonnaire, oui, je connais mon Louis Leroy par cœur, le papier peint à l'état embryonnaire est mieux fait que cette marine-là. Parce qu'en effet, c'est une marine. Et vous remarquez déjà une chose, le format n'est pas un format marine. Ce n'est pas un format traditionnel des peintures de marine. En tout cas en France, il y a des formats qui sont beaucoup plus oblongs. Une marine, ça ne montrait pas plus que ça. Ça peut même être beaucoup plus parlons, comme on dit. Bon, mais donc ce tableau qui est quand même d'un rectangle très équilibré en somme, hein, je n'ai pas regardé si c'était la section dorée, mais il a donc un autre centre, et ce centre c'est un centre coloré. Un centre coloré fort, et ce centre coloré fort, il a des émanations dans toutes les zones du tableau, c'est-à-dire qu'il y a d'abord son reflet, et puis il y a aussi la manière dont il éclaire les nuages. C'est-à-dire, il éclaire les nuages de manière assez forte ici, et au fur et à mesure que son influence décroît, la couleur des nuages qui était assez teintée d'orangé, un petit peu, enfin qui devenait du jaune, elle devient progressivement grise, comme si la lumière s'épuisait au travers des nuées, etc.
Puis vous voyez qu'ici, de temps en temps, on voit un petit bout de reflet du soleil, un petit bout de reflet du soleil ici, et ce soleil, si vous voulez, il est tellement ocre orangé dans cette région-là que dans les avant-plans du tableau, en venant se mélanger au bleu de la mer, il donne des vaguelettes qui sont vertes. Donc, si vous voulez, il y a ici une construction qui est une construction colorée, et non plus une construction géométrique, et qui impose au tableau une construction, cette fois-ci par centre et périphérie, et non plus une construction profonde. Vous voyez, un centre, une espèce d'oculus ici, et puis les choses se distribuant comme ça autour du tableau. Bon, je ne reviens pas sur la sémiologie du tableau qui est importante et qui est elle aussi créatrice de profondeur. Mais évidemment, le problème est un problème sémiologique. C'est-à-dire que là, vous avez encore une fois un signifiant net, là, presque plus, et là, rien du tout. Puis après, il y en a peut-être une autre là, on n'en saura jamais rien. Alors, je dirais que la profondeur et la tridimensionnalité s'est conservée, il n'y a plus de fuite, et je voudrais dire un dernier point sur ce tableau concernant, encore une fois, l'espace, c'est que vous remarquez que il y a une courbure de l'espace ici. Et cette courbure de l'espace, elle n'existe pas dans les tableaux précédents. Et d'ailleurs, je vous avais montré, peut-être je vous le remontrerai tout à l'heure si on a un peu de temps, je vous avais montré le schéma de construction de la Trinité de Masaccio, et on voit que, encore une fois, je ne sais pas si j'ai prononcé le mot la dernière fois, parce qu'il y avait beaucoup de choses à dire, la perspective, la prospectiva Pignendi, la perspective des peintres, c'est une projection. Hein, c'est une projection qu'on appelle une projection conique ou pyramidale, ça revient au même. Tout dépend de la manière dont la base est déterminée. Là, évidemment, ça ferait une sorte de projection pyramidale, puisque la base est une base rectangulaire. Donc, ça serait une pyramide à base rectangulaire, avec le point de vue qui est l'œil du peintre et l'œil du spectateur, la partie qui est le tableau ici, qu'on appelle le taglio, c'est le plan de coupe, c'est-à-dire c'est l'intersection entre tous les rayons qui sont lumineux, si vous voulez, enfin diffusés par les objets, si vous voulez, et qui viennent frapper l'œil du spectateur, du peintre, ce qui revient au même. Donc vous avez tout un tas de rayons enfin, qui relient mon œil à tous les points de l'édifice, et puis sur le parcours de ces rayons, j'interpose n'importe quoi, une glace, disons. Évidemment, si j'interpose un écran, je ne verrai rien du tout. Et ça, vous pouvez faire joujou à ça chez vous quand vous rentrerez. Vous vous mettez derrière un carreau et puis vous bouchez un œil. Ah ben oui, il faut boucher un œil. Ça fait partie des restrictions de la perspective. C'est que nous regardons de manière binoculaire, la perspective, elle est borgne. Bon, laissons tomber ça. Et puis, vous regardez et tout ce qui vient sur le carreau. Si vous aviez un pinceau suffisamment long comme Matisse, vous pourriez repérer tous les détails du paysage et peindre sur votre carreau le paysage qui est derrière, et vous auriez le tableau. Et c'est le principe d'ailleurs de la tavoletta de Brunelleschi que j'ai montré rapido en passant la dernière fois. C'est-à-dire que vous enlevez le tableau, si votre tableau est bien fait, que vous enleviez le carreau ou que vous le remettiez, vous devriez avoir exactement la même chose. C'est ça le fantasme, si l'on peut dire, ou l'utopie de la peinture perspective. C'est-à-dire que j'ai un paysage devant moi, je fais mon tableau, je mets le tableau, je l'enlève, je vois la même chose. Ça a été naturellement corrigé, recorrigé plusieurs fois, mais le fond, c'est quand même la même chose.
Alors, ce que vous remarquez ici, c'est que vous remarquez dans le cas de la perspective, c'est que pour que l'espace soit relativement cohérent, il faut que le point de vue, qui est symétrique du point de fuite en réalité, bon, laissons tomber, je ne vais pas vous faire cette démonstration-là, il faut que le point de vue soit suffisamment élevé, éloigné du plan du tableau, c'est-à-dire du taille, pour que tous les éléments soient vus à peu près sous le même angle. Vous voyez ce que je veux dire? On va faire une petite démonstration. Aïe! Si je me mets loin de vous, comme ça, bon, c'est pas comme ça en général qu'on ferait un tableau à la Renaissance, parce que vous êtes sur une ligne de sol, il faudrait que moi je sois sur la même ligne de sol. Et là, à ce moment-là, je vous vois sous une perspective très correcte. Hein? D'accord. Si je monte, je fais une perspective qui est une perspective plongeante. Mais si je m'approche comme ça, ce que je vais voir d'abord, c'est un crâne, n'est-ce pas? Et ce crâne, il va établir entre l'espace qui est déterminé par le corps de ce monsieur et les autres, une disjonction. Parce que je vais voir que lui, puis vous, ça va s'éparpiller, ou vous allez devenir très vite, très très petit, faire une perspective accélérée, si vous voulez. Et donc, c'est pas ça. La perspective, elle est faite pour qu'on voit tous les éléments à peu près sous le même angle. Vous comprenez? C'est comme un prof, si vous voulez, s'il avait un élève chouchou au premier plan et qu'il était toujours en train de lui parler, les autres diraient au bout d'un moment, et nous? Voilà. Bon. Alors, ce que vous remarquez dans ce tableau-ci, c'est que, loin d'être vus sous le même angle, les éléments sont vus comme si le peintre, non seulement avait une position un peu dominante, parce qu'il n'a pas les pieds dans l'eau, bien entendu, mais qu'il s'était approché très près de son objet, en somme, si bien que la perspective est ce qu'on appelle une perspective accélérée, comme si le peintre s'était mis très proche, de telle manière qu'il voit ici un peu par-dessus, puis peu à peu. Donc il y a une courbure de l'espace, il y a une tombée, si vous voulez, des premiers plans très forte, et ça, c'est une des caractéristiques de la perspective, entre guillemets, du point de vue des impressionnistes. Et ça, c'est d'une certaine manière pas tolérable, parce que la perspective, elle est faite pour voir les objets d'une manière objective. Et là, il n'y a pas d'objectivité. Il y a la subjectivité du peintre qui entre en ligne de compte. C'est-à-dire qu'il choisit son point de vue, et il n'y a pas un point de vue qui est un point de vue neutre par rapport à ce qu'il regarde. Voilà. Alors ça, si vous voulez, c'est une invention spatiale des peintres impressionnistes, et je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup de cette histoire-là, parce que pour moi c'est absolument fondamental. Une des raisons d'être de l'impressionnisme, et c'est bien dit par Manet, puisqu'il dit impression, c'est qu'il se fout pas mal, il dit ça ne pouvait pas passer pour une vue du Havre, c'est pas ça qui l'intéresse. Ce qui l'intéresse, c'est de décrire ce qu'il ressent, voilà. Après, il dira, là encore, en 1924, c'est-à-dire 2 ans avant de disparaître, il dira, qu'est-ce que c'est que l'impressionniste? C'est pas vrai d'ailleurs ce qu'il raconte, il ne faut pas croire ce que disent tous les peintres, mais c'est assez éclairant quand même. Qu'est-ce que fait un peintre impressionniste? Il se promène dans la campagne, tout d'un coup, il voit quelque chose qui lui plaît, hein, c'est le Lucky Luke de la peinture, il sort son chevalet, il met un tableau dessus, tac, 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 il peint immédiatement pour que son impression, pour son émoi, en quelque sorte, sa vibration, si vous voulez, son intersubjectivité entre lui et les objets puissent être, je dirais, naïves en quelque sorte. Voilà. Alors, ce qui prouve d'une certaine manière ce que je dis, c'est aussi le césanisme. Voilà ma démonstration. Ce tableau s'appelle La mer
à l'Estac, hein, ça date de 78-79, et c'est à Paris, au musée Picasso. Et c'est au musée Picasso, pour la bonne raison que c'est un tableau que Picasso avait acquis. Parce que Picasso avait bon goût et qu'il aimait beaucoup Cézanne, qui est un peu le maître, bien entendu, de toute cette génération. Ils se réfèrent tous à Cézanne, hein, bien entendu. Enfin, pas bien entendu, ils se réfèrent tous à Cézanne. Donc ce tableau est au musée Picasso, c'est un tableau assez considérable, hein, il fait 73 par 92, c'est pas un petit tableautin. Bon, alors, il faut dire que, vous savez, hein, jusqu'à la rétrospective Picasso, et encore, qui a eu lieu un an après sa mort, en 1907, donc Picasso est mort, Cézanne est mort en 1906, il y a eu une grande rétrospective Cézanne en 1907, mais il n'était pas connu. Il n'était pas connu. Moi, j'ai connu un peintre, un vieux peintre qui avait connu justement cette époque-là, hein, et qui est disparu il y a très longtemps. Et il faisait partie des peintres Montardo, comme on disait, et Cézanne, connaît pas. Paul Klee, dont je parle souvent, n'a connu Cézanne, n'a entendu parler, il a vu son premier Cézanne en 1908. En 1908, 2 ans après la mort de Cézanne. Et alors que toute l'Europe était un petit peu fascinée par Van Gogh, Klee a déclaré Van Gogh c'est très bien, mais Cézanne c'est beaucoup plus susceptible de fournir l'exemple avec un E majuscule. Ça. Alors, voilà, la mer à l'Estac. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est 78-79, hein, cette période-là. Cézanne était allée en vacances chez sa maman. Et Cézanne a fait toute sa vie, hein, l'aller-retour entre Paris, Aix-en-Provence. Et là, il était parti en vacances chez sa mère. Et sa mère avait loué une maison où Cézanne allait. Et il a commencé à peindre et il s'est un peu promené, puisque... Oui, il y a une chose, peut-être ça m'évitera de le redire. À cette époque-là, il y a une chose qui est importante. Je vous ai dit que Monet, se promenant dans la nature avec son tableau sous le bras, c'est que se promener dans la nature avec son tableau, ils peuvent le faire. Hein, parce qu'il y a, depuis quelques années, il y a les couleurs en tube d'étain qui ont été donc mises au point. Hein, c'est les tubes d'étain qui ont été mis au point avec une couleur qui était capable d'être conservée dans ces tubes d'étain, et on pouvait se promener dans la nature. Parce qu'auparavant, on le faisait aussi un petit peu, mais c'est des petites outres en peau. C'est pas commode, et les peintres le faisaient, mais